Ravi de vous retrouver sur le plateau TV de la REF. C'est là où ça se passe, évidemment, sur la grande scène aussi. Et puis, dans les allées de Longchamp, on reçoit des experts pour traiter de tous les sujets qui nous occupent, qui vous occupent, vous, les entrepreneurs. Couler ou booster les entreprises en demande d'accompagnement, de transformation. On va en parler avec nos trois invités experts qui sont autour de cette table. Directeur général délégué du cabinet Eleas, Eric Guatta. Merci d'être là. Parlez bien près du micro, Eric. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de Procadre International. On est dans l'expertise du management de transition. Merci Laurent Agrèche de nous avoir rejoints. Merci, bonjour Frédéric. Et puis Antoine Vivant, vous avez fondé Vivant Avocat. Vous êtes avocat et associé fondateur à ce cabinet. Bonjour, absolument Frédéric. Merci de participer à cette table ronde. On va parler de tous ces sujets qui vous occupent, vous les chefs d'entreprise, et en particulier les DRH ou les RRH. Tous ces sujets de qualité de vie au travail, de risques psychosociaux, regard croisé, focus évidemment télétravail, puisque ça n'est un secret pour personne depuis presque 5 mois. Beaucoup d'entreprises, et ça va continuer, le Premier ministre nous en parlait hier, se sont engouffrés dans cette voie du télétravail. Je me tourne vers vous, Eric Guatta, cabinet référent sur ces sujets. Retour d'expérience par rapport à cette séquence inédite et inattendue. Eh bien, nous avons constaté que beaucoup d'entreprises ont fait preuve d'agilité et le déploiement du télétravail de manière forcée a posé beaucoup de sujets, de problématiques qui étaient relativement nouvelles. Et je dirais justement que par rapport au télétravail tel qu'il a été vécu en période de confinement, on ne peut pas le comparer au télétravail dans un contexte normal. C'était un télétravail contraint et qui a été amené dans un contexte anxiogène. Donc, par conséquent, de notre côté, on a dû revoir tous nos contenus de manière pédagogique, les approches, pour permettre aux entreprises d'y trouver des ressources afin qu'elles puissent répondre aux problématiques spécifiques qu'elles rencontraient pendant la crise sanitaire. Que fait Eleas concrètement, et justement par rapport à ce télétravail qui n'est pas le même qu'avant et qui nécessite une pédagogie, un accompagnement, hein? Absolument. Concrètement, il a fallu permettre aux managers de savoir gérer des équipes à distance de manière durable, mettre en place des dispositifs de coopération à distance pour des collectifs qui n'étaient pas préparés, prévenir ou sensibiliser plus exactement des organisations à la prévention des risques psychosociaux à distance et savoir comment réagir dès lors qu'il y avait des personnes qui pouvaient être en difficulté parce que en situation d'isolement, en situation de surinvestissement, etc. Donc c'est un sujet très important, d'autant plus que l'on parle de plus en plus de pérennisation, en tout cas d'intensification du télétravail. Et c'est pour cela que nous, on a choisi d'anticiper le mouvement. Et dans ce sens, on a élaboré une sorte de démarche en 4 temps qu'on a appelé le carré magique. Racontez-nous, ça nous intéresse parce que justement, comment on fait justement pour pallier tous les problèmes qui peuvent se poser, anticiper et appréhender au mieux ce télétravail qui va s'installer? Alors effectivement, le carré magique du télétravail dans le contexte qui va intervenir, c'est premièrement prendre en compte l'environnement de travail. Ça veut dire concrètement les postes de travail, l'ergonomie des postes de travail et, ce qui n'est pas moindre, les personnes qui vivent avec vous à votre domicile, les membres de la famille. Donc il n'y a pas la même équité par rapport au télétravail, on est bien d'accord, hein? Il n'y a pas la même équité, il faut savoir le prendre en compte et on a vu les complications que cela pouvait poser. Premier point du carré magique. Le télétravail. Deuxième point, c'est la qualité de la relation entre les collègues, la relation managériale, pour préserver une qualité de coopération et un travail qui soit efficace sur un plan collectif. Voilà, le fameux lien. Exactement, le lien social qui est très important. Axe de ce carré magique. Le troisième axe, ce sont les usages numériques. C'est-à-dire qu'il a fallu réapprendre à communiquer. Il faut savoir informer à bon escient et surtout éviter l'hyperconnexion. C'est un des dangers principaux dans un télétravail qui ne serait pas cadré. Oui, c'est vrai que beaucoup de chefs d'entreprise avec qui j'ai pu échanger m'ont dit on n'a jamais autant travaillé. Exactement. Donc il faut l'encadrer. Alors après, est-ce qu'il faut faire une loi? Ça, c'est un autre sujet. Les chefs d'entreprise, ils ne sont pas trop favorables. Quatrième point du carré magique. Eh bien, c'est le cadre du travail. Concrètement, les règles de reporting, les horaires, les pauses, tout cela sont des sujets qui doivent pouvoir être, à un moment ou à un autre, établis concrètement entre les collaborateurs et les managers.
Alors moi, je me tourne vers vous, Antoine Vivant. Merci d'être avec nous, avocat associé et fondateur du cabinet Vivant Avocat. Alors justement, cette dimension sociale, il y a eu tout un chamboulement, tout un bouleversement, j'allais dire toute une réorganisation des organisations et du travail. Oui, comme le disait Eric, la particularité de la période qu'on a traversée, c'est évidemment le caractère contraint du télétravail qui a été imposé par l'effet de la loi, hein, la limitation de la liberté de circulation. Ce qui nous a amené, nous, les conseils en droit social, à répondre à des questions assez inédites, notamment en matière de durée du travail. Et un autre aspect qui est ressorti de cette situation, c'est ce que disait Eric à l'instant, c'est mes clients me disaient « je n'ai jamais autant travaillé de ma vie ». En fait, en commençant par les CODIR, les COMEX, CODIR, les dirigeants ont dû revoir l'ensemble de l'organisation de l'entreprise et se poser des questions, à l'aune d'une situation qu'ils n'avaient jamais vécue et y apporter des réponses dans des délais extrêmement limités. Et derrière cela, revoir le mode d'organisation de l'entreprise et ensuite les RH, les équipes, les managers, devoir décliner dans leur quotidien ces nouvelles règles totalement inédites. Et dans un cadre d'isolement, puisque chacun était derrière son PC à traiter son activité avec une particularité qui était cette intensité du travail, puisque l'organisation du travail s'est caractérisée par une succession de réunions où, en fait, le collaborateur devait traiter à la fin de la succession des réunions la charge de travail, c'est-à-dire la production. Et donc, il en a résulté effectivement des sujets en termes de charge de travail. L'un des autres aspects, pas des moindres, qui a lieu de souligner ici, c'est la communication, les difficultés de communication. Oui, parce que quand ça se fait à distance, on n'a plus ce lien informel, on n'a plus la machine à café où des choses sont dites. Et là c'est compliqué et de manager et de gérer son temps. Alors dans un domaine assez particulier, parce que ce que vous dites, je pense que à peu près tout le monde est d'accord pour le dire, mais un sujet qui est moins fréquent, c'est celui des représentants du personnel, c'est-à-dire des relations sociales et du dialogue social. Il m'est arrivé pendant cette période de confinement, c'était assez, je pense, unique, de participer à une négociation sur la mise en place du chômage partiel en présentiel dans une entreprise avec toutes les organisations syndicales présentes dans la salle, masquées, et à traiter des sujets qui posaient problème. Et l'une des revendications qui était très intéressante de la part des partenaires sociaux, c'était de dire on n'a plus le lien avec le terrain. Il faut que on ne peut plus faire notre travail comme d'habitude. On ne peut plus faire notre travail comme d'habitude. Il faut que vous nous donniez les moyens, dans cette situation particulière, de pouvoir communiquer. Et donc l'enjeu de la communication, il paraît évident pour tout le monde, mais quand on se pose la question du point de vue des partenaires sociaux, parce que c'est quand même important, les partenaires sociaux, on va le voir après, ce sujet-là était assez inédit puisqu'il fallait autoriser les partenaires sociaux à pouvoir communiquer par voie électronique avec les moyens de l'entreprise qui normalement sont limités au-delà de leurs adhérents, c'est-à-dire à tout le corps social. Quelque part, il fallait un peu enfreindre la loi pour qu'ils aillent plus loin jusqu'à la base. Il fallait innover et c'est là où les avocats spécialisés en droit social, comme ceux que vous avez au cabinet Vivant Avocat, ont été amenés à organiser des négociations d'accords spécifiques sur ce sujet particulier de la communication avec les partenaires sociaux pour les remettre en selle et les mettre au centre du terrain. Ça avance là alors qu'on arrive à la rentrée ? Ah oui, c'est carrément d'actualité, on y est là. Hein. Ah oui, vraiment. Bon, on va voir justement comment tout ça se met en place et comment vous avez fait avancer les choses. Je vous le dirai tout à l'heure. Voilà, petit teasing. Je me tourne vers vous, Laurent Agrèche. Décryptage de cette séquence, management de transition avec votre cabinet Procadre International. Vous êtes habitué à accompagner des transformations, des réorganisations en entreprise, mais j'allais dire en temps, entre guillemets, normal. Et là, comme le disaient à l'instant Laurent et Eric, pardonnez-moi Antoine et Eric tout à l'heure, c'est vrai que là c'est inattendu, c'est subi, c'est intense, c'est une succession de... Voilà. Comment on apprécie cette situation ? Alors, je dirais de manière un peu provocatrice et contre-intuitive que le management de transition et la situation nouvelle de crise avec le télétravail, par exemple, est un mariage heureux. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord eu des fiançailles qui étaient réussies. Les managers de transition, ils avaient l'habitude de mener des projets multisites ou internationaux. Et ils le faisaient en réduisant au maximum leurs déplacements
Pourquoi ? Pour gagner du temps, pour être efficace et rapide. Donc déjà, ce sont des gens qui sont agiles et indépendants et qui avaient cette habitude. On va dire que c'est dans l'ADN. C'est dans l'ADN. Ça, c'était les fiançailles réussies. Puis après, il y a 3 raisons pour qu'un mariage soit heureux. C'est un mariage de raison. Le monde du travail, il va vers beaucoup plus de flexibilité. C'est inexorable. D'ailleurs, le sondage que nous avons demandé à Opinionway, Eleas, Procadre International et Vivant Avocat, nous dit que 80% des entreprises pensent à des transformations majeures à l'issue de la crise. Et dans ces transformations, 39% sur le télétravail. Donc des indications très intéressantes. Et ce changement, bien sûr, il est ou subi ou choisi. Le manager de transition, qui est indépendant et agile, comme je le disais, il va être au cœur de ce dispositif. La deuxième raison, c'est que le manager de transition, c'est le gage de flexibilité pour l'entreprise. Parce que dans un environnement, dans un contexte qui est bien sûr qui est devenu brutalement de plus en plus incertain. Et anxiogène. Anxiogène, et ça a toutes les raisons de durer encore quelques temps. L'entreprise, pour survivre déjà, ou pour performer, elle a besoin d'aller de plus en plus vite. Et le manager de transition, c'est l'homme providentiel pour mener les projets à grande vitesse. Et troisième et dernière raison ? Alors, la troisième raison, c'est que le manager de transition, c'est le chef d'orchestre le mieux préparé pour faire face à des situations critiques, par son expérience, par son agilité bien sûr, et par des avantages, je dirais, un peu concurrentiels qu'il a par rapport au conseil externe, parce que lui, il le fait de l'intérieur de l'entreprise, et aussi par rapport au manager de l'entreprise, parce que le manager de l'entreprise, il n'est pas dédié à 100%, contrairement au manager de transition. Et puis il n'y a pas la prise de recul que peut avoir 100%. Le manager de transition. Exactement, avec son œil neuf, sa vision innovante. Alors, il nous reste très peu de temps, sujet passionnant qu'on aimerait développer encore plus. Eric, Laurent y faisait référence à l'instant. Il y a eu ce sondage, télétravail, les attentes, les perspectives. En quelques mots, puis ensuite je laisserai la parole à Antoine et Laurent. Alors, très rapidement, donc effectivement le sondage qui a été commandité par Eleas, Procadre International, Antoine Vivant associé auprès d'Opinionway a permis d'interviewer 250 dirigeants d'entreprise et il en est résulté quoi en termes de résultats principaux? 80% des dirigeants d'entreprise comptent mener une réorganisation d'ici un délai d'1 an, 47% dans un délai de 6 mois. Et 77% des dirigeants d'entreprise craignent un climat social détérioré, une insuffisance de moyens pour faire face en fait, au changement, ce qui pourrait susciter du stress, des tensions, une baisse de la cohésion sociale à l'intérieur des entreprises et donc susciter un certain nombre de problématiques, mais qui peuvent être traitées. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de ce qu'on a vécu, le confinement, il y a une dimension traumatique qu'il ne faut pas oublier. Et il est très important de comprendre qu'il y a eu une épreuve collective qui a été vécue, qui a été très difficile. Il ne faut pas le négliger. Et par conséquent, il faut être vigilant sur la sortie de crise et prendre conscience et être en capacité d'amener des actions qui puissent accompagner la transformation sur un plan social pour en limiter l'impact humain. Et d'ailleurs, 77% des dirigeants d'entreprise interrogés comptent mettre en œuvre certaines de ces actions, parmi lesquelles des formations pour les managers, des dispositifs d'assistance ou de soutien psychologique, et également des démarches participatives pour ajuster l'organisation et le management de transition. Ce sont ces dispositions, ces dispositifs qui vont permettre de prendre en compte la dimension sociale de la transformation et de favoriser une reprise. Et favoriser la QVT. Favoriser une reprise par une prise en compte, effectivement, des risques psychosociaux et donc de faciliter une performance économique durable. Absolument. Alors justement, par rapport à ce sondage, rapidement, les managers de transition vont être à la manœuvre. Nouveau moyen de se positionner différemment par rapport à l'image que le manager de transition peut avoir. Et une belle opportunité pour que cette réorganisation soit, comme la REF, une renaissance des entreprises.
C'est effectivement une opportunité pour la renaissance des entreprises grâce au management de transition et à leur accompagnement par la prévention des risques psychosociaux. Alors pour revenir à ce sondage, il nous dit que 51% des entreprises envisagent de faire appel au management de transition. Alors on aurait préféré l'unanimité avec une majorité simple, bien sûr. Mais il y a déjà la majorité. Ouais. C'est déjà mieux que les 32% qui déclarent l'avoir déjà fait. Et évidemment, c'est logique. Pourquoi ? Parce que les sociétés et leurs managers, ils ont eu à faire face avec cette crise à une pression énorme et très, très soudaine. Et là, encore, pendant ce temps-là, ils doivent continuer aussi à gérer leurs activités. Et pendant les travaux, la vente continue. Hein, c'est ça, pendant les travaux, la vente continue, comme vous le dites. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont absolument besoin d'une force supplémentaire. Et que vous représentez. Cette force supplémentaire, très flexible, c'est le manager de transition. Voilà, positionnement réaffirmé, vous avez bien raison. On termine avec vous, Antoine. Il y avait un petit teasing tout à l'heure, maintenant il y a la révélation. Oui, ce que mes deux compères ont rapporté à propos de ce sondage qui a été réalisé met en évidence effectivement un besoin de réorganisation. Et le sujet auquel va être confrontée l'entreprise, c'est probablement à la fois des sujets de réorganisation, de restructuration, d'aménagement du temps de travail, de réduction des effectifs, et probablement tout en même temps. Or, tous ces sujets-là sont des sujets qui doivent être menés avec les partenaires sociaux. Et comme je le disais tout à l'heure, pour revenir sur le teasing, comme je le disais tout à l'heure, ces partenaires sociaux ont un vrai sujet de connexion avec le terrain. Et donc, à mon avis, l'un des enjeux majeurs de la transformation réussie dans un contexte contraint comme celui qu'on envisage là, c'est celui de remettre en selle les partenaires sociaux pour agir, être en connexion avec leur terrain et pouvoir être représentatifs dans l'engagement qu'on va leur demander de prendre dans le cadre de ces négociations qui vont être nécessaires. Et l'un des sujets de la négociation, c'est d'avoir des interlocuteurs qui soient représentatifs, qui soient capables. Si vous n'avez pas cet engagement de la part des partenaires sociaux, ce qui va se passer, c'est que bien souvent, quand on ne sait pas, on se réfugie derrière la loi ou derrière la procédure. Judiciarisation ou procédure, c'est-à-dire pas de risque, sécurité. Et l'une des particularités du métier de conseiller en droit social dans ce genre d'exercice, c'est évidemment d'être capable de mettre les partenaires à égalité et de façon équilibrée dans la discussion. Et ça suppose d'avoir des partenaires sociaux qui soient informés, en connexion. Et donc l'enjeu de la période que nous traversons aujourd'hui, c'est évidemment d'avoir des partenaires sociaux qui soient en selle. Et ça, c'est le travail des entrepreneurs. Voilà, le message est passé, mesdames, messieurs qui nous suivez. Merci à vous, Eric Goata, Laurent Agrèche et Antoine Vivant. Merci, c'était passionnant. Merci à vous. Merci. Affaire à suivre. Et on se retrouve d'ici quelques secondes.